Hey André Arthur, comment ça va? Bonjour, bonne année. Bonne année à toi aussi, André. Là, le temps des fêtes est officiellement terminé. C'est vrai? Ben là, t'es revenu avec moi. Ça veut dire que le temps des fêtes est fini. Ah bon, OK, d'abord. Toute bonne chose. Ouais, mais moi, je craignais à un moment donné, André, que tu mettes en application ton bon vieux principe qui dit qu'on devrait jamais travailler au lendemain d'une journée de congé. J'y pense à chaque fois que je mets le pied dans l'ascenseur. OK, ben je suis content que tu n'y as pas trop pensé un matin. Je jasais tantôt avec Milena Di Maolo, la fille de Joe Di Maolo, mafieux notoire et toute l'affaire, puis elle parlait de politique un peu, puis elle a dit, moi, quand j'ai regardé la commission Charbonneau, j'ai ri, parce que, tu sais, dans le fond, on savait très bien que ça se terminera en queue de poisson, cette affaire-là. Puis elle raconte qu'à l'âge de 20 ans, elle est allée elle-même porter des enveloppes brunes avec de l'argent à des députés dans son coin, là. Elle a identifié la ville de Saint-Léonard. On n'est pas vraiment surpris. Puis moi, tantôt, j'ai fait... Tu sais, André, à quel point je suis un peu comme toi là-dessus. Je suis très prudent dans ce que je dis. et c'est elle qui a parlé du Parti libéral. Fait qu'on s'amuse-tu un peu? C'est qui a été député dans ce bout-là du Parti libéral, pour le fun? Non, on est persuadé qu'avec toute l'intégrité qu'on leur connaît, en entendant ces propos, il y en a un qui va lever la main, qui va dire « c'est moi », et c'était pour Moisson Québec ou c'était pour des bonnes œuvres que j'encourage. Et je remercie d'ailleurs la famille Di Maolo-Cotroni de m'avoir si gentiment aidé à aider les pauvres. C'est ça. J'ai été très heureux d'être l'entremetteur entre la famille Cotroni et... les bonnes œuvres de mon comté qui avaient besoin d'aide pour les mères célibataires et puis aussi d'autres choses. Tu sais, il va faire une liste. Et on va applaudir. Et il va y avoir des tweets du Parti libéral qui vont retweeter ce qu'aura dit le député en question pour le remercier. Là, regarde, s'il vous plaît, là. C'est quoi un shithole country? C'est ça, un shithole country. Ah, tu l'as aimé, celle-là, toi, hein? Moi, je l'ai savouré parce que, mettons que je l'ai pas inventé. Non. Mais j'ai toujours dit qu'Haïti, c'est un puisard. J'ai jamais dit que les Haïtiens étaient malpropres. Mais j'ai toujours dit que Haïti, c'est un puisard, un endroit où l'élite vit au crochet de son peuple. Pas le peuple, l'élite, le gouvernement, les subventionnés, les gens qui règnent, c'est des pays où... C'est ça un shithole country. Ouais, il faut te prendre, André, là-dessus avec une certaine métaphore. Là. Je comprends. Je suis allé en Haïti. Je savais pas que tu étais allé. J'ai été en Haïti il y a un certain temps. Je me souviens, on nous avait invités avec tendresse à un spectacle extraordinaire des grands ballets haïtiens qui s'étaient déplacés dans l'hôtel où on était. OK. Et après, les pauvres filles du ballet... pour réussir à être payés cette journée-là, ils s'offraient après le spectacle. Ils ont dû faire des heures supplémentaires. C'est ça. Non, quand tu dis un pays où la population malheureuse est exploitée complètement par une élite qui se promène partout dans le monde en faisant semblant d'être respectable, y compris à Montréal, y compris à Québec. OK. André, je veux qu'on se parle. On a prévu quelques sujets, toi et moi, puis il y en a un qui m'a accroché l'œil. Tu as vu les chiffres qui sont sortis concernant les employés fédéraux et les salaires qu'ils touchent. Là, on nous dit qu'il y a un employé fédéral sur 8 qui gagne 100 000 et plus. On a vu des chiffres semblables aussi ici à Québec, dans la ville de Québec, où on a constaté qu'il y avait beaucoup d'employés municipaux qui gagnaient 100 000 et plus. Coudon, depuis quand c'est donc bien payant à travailler pour l'État? C'est scandaleux, d'ailleurs. Ça l'est, je le pense aussi. Okay. Et le scandale vient pas du fait qu'il faut pas que les gens soient bien payés. Non. Le scandale vient qu'à chaque fois où un employé public est payé 20 % de plus que celui qui fait la même job dans le secteur privé, il y a un scandale parce que les avantages que reçoivent les employés publics sont tellement extraordinaires. La pension. N'oubliez pas que la pension sans limite ou le meilleur salaire des 5 dernières années payé aux gens de la fonction publique et des organisations parapubliques lorsqu'ils arrivent à 60 ou 65 ans, c'est 50, 60, 90, 150 % de plus que ce que celui qui a eu la même job dans le privé
va recevoir lorsque lui va prendre sa retraite. Exact. Bon, ça, là, c'est le scandale. Mais ajoutez, en plus de la pension, la totale sécurité d'emploi. Vous avez déjà entendu quelqu'un de la météo se faire jeter dehors parce qu'il a prévu 40 cm et qu'il en est tombé 3? Jamais. Ils sont à l'abri des effets de leur propre incompétence. C'est un deuxième avantage où la justice ne s'exerce pas. Troisième chose, la totale irresponsabilité des gens du secteur public. Ils peuvent faire des gaffes grosses de même. Ils ne seront jamais poursuivis à Lac-Mégantic, eux. Ils sont pas imputables. D'aucune façon. Non, voilà. Ces trois caractéristiques-là, ils sont vrais au fédéral, au provincial, au municipal, au scolaire et partout. Parce en parlant du fédéral, on n'a pas parlé de la pire boîte. La pire boîte, c'est le provincial. Lorsqu'on regarde les gens qui gagnent cher là-dedans, à chaque fois qu'ils gagnent 20 % de plus de ce qu'ils gagneraient dans le privé, on a un scandale. Oui. Et la présentation de ça par les statistiques a pour but de nous endormir. C'est-à-dire? Si on dit, 1 sur 8 gagne plus que tant, et ainsi de suite, si on allait dans le particulier, on s'apercevrait que c'est pas 1 sur 8 qui est scandaleux, mais peut-être bien plus que ça. Moi, j'ai deux questions. Est-ce que la procureure de la Couronne qui a mené un procès complètement bidon, qui a coûté des millions de dollars aux contribuables québécois à Sherbrooke contre les 3 pauvres types du lac de la tragédie de Mégantic, la procureure de la Couronne qui a accepté de mener cette cause-là et qui l'a menée pendant des mois, est-ce qu'elle va être punie d'avoir manqué de jugement? Jamais. Elle va être nommée juge. À propos du juge, le même procès, puis je reste dans un cas tellement particulier, je veux te montrer que si on regardait la totalité de ces cas-là, on aurait la totalité de ces scandales-là. Mais on ne peut pas faire ça, on n'a pas les moyens. Je te parlerai du salaire de mon père tantôt. Lorsque le juge de ce procès-là, qui représentait un peu la société, a admis à un moment donné où le jury était séquestré, a admis que la preuve valait pas de la marde, il a laissé continuer le procès. Ah, j'ai eu bien de la misère avec ça, moi aussi. Je l'ai vu passer, puis je dis, non. Est-ce qu'il sera congédié, ce gars-là? Non. Non. Il va peut-être être promu à la cour d'appel. Et il gagne plus de 100 000 par année, croyez-moi. Ah, les juges gagnent plus de 200 000 par année, okay. André. Là. C'est un beau cas. Même 300. Même 300. C'est un beau cas où on prend une profession méprisable et méprisée, le droit, une des rares professions qui est aussi méprisée dans la société nord-américaine que la profession de journaliste. OK? Et là, on les regarde et on dit, voici des gens qui apprennent à l'université et à mes frais à défendre les deux côtés de la même cause comme si elles étaient juste les deux. OK. Peu importe, tout dépend de qui les paye. Ils sont prêts à défendre une cause, même s'ils savent qu'elle est fausse. Exact. Même si ils sont pas là pour défendre la vérité, ils sont là pour défendre un client. Comme disait le client qui reçoit l'appel de son avocat, l'avocat dit « Oh, j'ai eu le résultat de notre jugement, la justice a triomphé. » Le client qui s'élance en disant « Allez en appel! » Oui. OK? Ces gens-là font partie d'une profession dont on a appris au long des siècles à se méfier comme de la peste. Le poison entre souvent dans les sociétés par le droit et la profession d'avocat. Or, à la minute où on leur met un uniforme de Père Noël, une perruque et une toge avec des grands effets, puis qu'on les assoit sur le banc, ils deviennent votre honneur. On accepte ça comme si c'était normal. Ah ben, regardons ça, c'est un gars, je l'ai méprisé, puis cette fille-là, j'ai méprisé ce qu'elle faisait toute sa vie, mais maintenant, je l'appelle votre honneur, je lui donne beaucoup de respect. Hey! De quoi qui marche pas là-dedans? Je vais te parler du salaire de mon père. Je t'en prie, vas-y. Mon père a été mis en pénitence par le gouvernement Duplessis lors de l'arrivée de Duplessis au pouvoir, car il avait été secrétaire de ministre libéral. Et il a toujours eu toute sa vie des sidelines, radio, télévision, Radio-Canada, théâtre. André, ton père était à Radio-Canada longtemps. C'est ça, mais toujours comme pigiste. Il animait de mai 49 à mai 69
la première émission qui faisait appel au réseau français qui s'appelait Match Intercité. Est-ce que c'était pas une sorte de génie en herbe, André, un jeu questionnaire? C'était un jeu questionnaire avec des équipes dans les... Et pour la première fois, on avait utilisé le réseau de Radio-Canada pour avoir une équipe à Montréal, une équipe à Vancouver, un animateur à Québec. C'était extraordinaire, ne serait-ce qu'au plan technique. J'ai entendu des extraits de ça il y a très, très, très longtemps, alors que je travaillais à Radio-Canada. Et j'ai été fasciné par, l'aisance de ton père. C'était beau de l'entendre parler. C'était un monsieur raffiné. Oh, tout à fait. Qui levait son chapeau devant les dames sur la rue Saint-Jean. Oui. Comme tous les gens m'ont souvent dit, j'ai bien connu votre père, il était donc gentil. Lui. C'est bon. Mais mon papa, toute sa vie, a eu des sidelines comme ça pour nous mettre de la nourriture sur la table parce que il avait été envoyé dans la cave du Parlement à 3 600 $ par année dans les années 40, alors que c'était un excellent salaire. Mais en 1960, quand les libéraux ont pris le pouvoir, il était encore à 3 600 $ par année. Comment j'ai su ça? C'est que dans les années 50, dans le temps où il y avait quand même un peu d'intégrité dans la fonction publique et où il y avait encore un peu de limpidité dans l'administration des taxes, on a bien perdu ça, les comptes publics qui étaient publiés chaque année, c'était comme un livre du téléphone, écrit petit, puis c'était épais de même, il y avait le salaire nominalement montré de chacun des fonctionnaires de l'État. Et c'est comme ça que j'ai découvert que mon papa gagnait 3 600 $ par année. Les informations nominales. Avec le nom. On peut pas le savoir actuellement.